Tout d'abord, meilleurs vœux. Bonne année 2025 qu'on va vous souhaiter avec des projets labellisés puisque c'est l'objet du jour. On va parler aujourd'hui de valorisation financière des crédits carbone sur des opérations en bois et biosourcés, plus précisément de la méthode bâtiment neuf biosourcé. Ce webinaire est organisé par FIBOA Île-de-France. Je suis accompagnée par Marina Hoffel de Villeaucourt, qui est responsable du pôle amont forestier et bois énergie chez FIBOA Île-de-France. Et je suis Lucie Meunier, prescriptrice bois pour FIBOA Île-de-France et coordinatrice du réseau des prescripteurs pour FIBOA France. FIBOA Île-de-France, on est membre du réseau FIBOA France, donc dans chaque région, vous avez un FIBOA. Et les FIBOA ont déployé la démarche Pacte Bois Biosourcés, qui est un engagement des maîtres d'ouvrage à intégrer une certaine part de matériaux bois et biosourcés dans leurs opérations. Et dans le cadre des pactes, on a une animation interpacte avec les différentes régions, d'où votre présence aujourd'hui et la présence de plusieurs régions et pas uniquement l'Île-de-France. Donc ce webinaire rentre dans ce cadre et on a également convié les bureaux d'études et architectes qui sont, vous êtes aussi des porteurs de projets, donc potentiellement intéressés par le sujet. À noter qu'aujourd'hui, on parlera de la méthode bâtiment neuf biosourcé et non du label bâtiment biosourcé qui a été révisé en 2024, qui est un label d'État qui permet aussi de valoriser l'utilisation de matériaux biosourcés dans la construction neuve, qui est d'application volontaire, mais aujourd'hui, on parle de la méthode bâtiment neuf biosourcé, qui est l'une des méthodes du label bas carbone, et il est question de valorisation financière du stockage carbone et de crédit carbone. Voilà, donc en tant que porteur de projet, maître d'ouvrage, architecte, bureau d'études, se pose peut-être la question pour vous de labelliser des opérations en bois, puisque vous avez une activité qui peut générer des crédits carbone. Le format est court, on est ensemble jusqu'à midi, c'est enregistré, le support sera disponible. Vous avez vos caméras et micros qui sont coupés, mais vous avez un onglet questions-réponses dans lequel on vous invite à poser vos questions-réponses, puisqu'on prendra une ou deux questions après chaque intervention. Et à l'ordre du jour, donc on aura deux temps. Le premier temps, c'est la présentation du contenu du label bas carbone par Isabelle Jean-Charles, qui est à la Direction générale de l'énergie et du climat. Et puis, on viendra zoomer sur la méthode qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la méthode bâtiment neuf biosourcé avec Hélène Génin de chez BBCA. Et dans un deuxième temps, on a d'abord des retours d'expérience de Bastien Bouteloup, qui est maître d'ouvrage et qui nous parlera de deux opérations labellisées, donc Bastien Bouteloup de chez Wood & Home Pitch. Et enfin, on terminera avec Adrien, l'homme du Chadeuil, qui viendra nous parler des pistes de sortie, de la possibilité de vous accompagner à labelliser des projets et trouver des financeurs. Voilà. Et je passe donc de suite la main, Isabelle, pas la main, mais la parole, Isabelle, sur la remise en contexte de la valorisation du stockage carbone et au sein du label bas carbone. Merci. Alors, tu peux passer à l'autre slide déjà. Alors, je vais vous présenter le label bas carbone rapidement. Le label bas carbone a été créé par le ministère de la Transition écologique. C'est un outil qui s'inscrit dans les objectifs de la stratégie nationale bas carbone de la France, qui vise la neutralité carbone en 2050 et d'ici à 2030, une réduction de 50% des émissions brutes du pays. Les projections que vous voyez ici affichées sont encore provisoires et elles sont dépendantes d'une feuille de route d'atténuation qui va passer en consultation du public en juin prochain, avec une officialisation normalement prévue en novembre 2025. Et pour le secteur des bâtiments, ce que la SNBC 3 prévoit, c'est une réduction des émissions
jusqu'à 32 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2030. On peut passer à la slide suivante. Et donc, le label bas carbone, c'est un outil de décarbonation qui s'inscrit complètement dans la SNBC, puisqu'il participe concrètement, le dispositif participe concrètement à l'atteinte des objectifs de réduction d'émissions des gaz à effet de serre de la France. Et comment? Eh bien, c'est un label qui a un standard de certification carbone qui, je m'excuse du bruit, c'est une double réunion dans la salle. Et donc, comment on fait ça? Le label, c'est un standard de certification carbone qui offre un cadre méthodologique qui incite différents acteurs à modifier leurs pratiques vers des pratiques moins carbonées. Et le label facilite cette transition de pratique par la valorisation financière des efforts correspondants effectués par ces acteurs. Et donc, le dispositif permet de flécher un financement public ou privé qui permet d'initier ces changements de pratique. On peut passer à la slide d'après. Merci. Et comment on va estimer ces efforts effectués en tonnes de CO2 équivalent? C'est d'abord en estimant, donc pour un projet donné, on va estimer d'une part l'impact carbone d'un scénario de référence, qui correspond en général aux pratiques usuelles d'un porteur de projet, versus l'impact carbone des nouvelles pratiques mises en place, qui correspondent donc au scénario de projet. Ici, c'est caractérisé en rouge. Et le cadre du label bas carbone viendra certifier ces réductions d'émissions générées, c'est-à-dire le delta qui est assuré ici. Et ça permettra d'assurer aux financeurs qu'on va bien avoir X émissions évitées, ou stockées d'ailleurs, ou les deux à la fois, selon la méthode et le projet. On parle dans tous les cas au label bas carbone, on parle de réduction d'émissions, un peu par abus de langage, mais ça vient à la fois, on parle à la fois de carbone évité ou stocké. Les projets labellisés bas carbone sont, en plus de devoir réduire ou de stocker du carbone, se doivent d'être des projets additionnels. Ça, c'est essentiel. Et c'est quoi? C'est l'additionnalité, c'est de s'assurer que le projet n'aurait pas eu lieu sans le label, ou au moins de cadrer au mieux cette condition-là. En tout cas, pas que ce serait pas spontanément, ce serait des projets qui ne se seraient pas spontanément mis en place et qui vont d'ailleurs au-delà des réglementations en vigueur dans le secteur, au-delà des pratiques usuelles aussi. Donc, on doit s'assurer que le porteur de projet a un réel besoin de financement pour initier cette transition et, ou alors un déblocage d'une aversion au risque. Par ailleurs, le label va s'attacher comment dire, à valoriser d'éventuels co-bénéfices qui vont permettre de distinguer des projets équivalents en capacité d'atténuation. Et cette plus-value peut être notamment en biodiversité, en préservation des eaux, en bénéfices socio-économiques. Et tous ces éléments-là, relatifs à un projet labellisé, sont accessibles sur notre site et aussi sont enregistrés dans un registre national qui permet de suivre la gestion des projets labellisés jusqu'à leur vérification. Et ce registre est d'ailleurs mis en service depuis quelques mois et accessible par tous les acteurs liés au projet. Donc les porteurs de projet, les auditeurs, les financeurs et bien sûr les instructeurs. On peut passer à la slide suivante. Alors ici, c'est un schéma qui décrit un peu le fonctionnement général du label. Il est régi par un décret et un arrêté qui a été approuvé en 2018 et qui dit, entre autres, que n'importe qui peut développer des méthodes sectorielles label bas carbone. N'importe qui, ce n'est pas tout à fait juste parce que c'est assez compliqué de rédiger une méthode. Du coup, en général, ce sont plutôt des instituts techniques, des interprofessions, des entreprises qui soumettent à la DGEC des méthodes dans leur secteur d'expertise pour approbation. Et ce document doit décrire le périmètre du projet, le secteur, les leviers de réduction d'émissions possibles, et aussi la démonstration de l'additionnalité au niveau de la méthode ou au niveau du projet.
Et ce comment on va calculer ces réductions d'émissions sur la durée du projet, et ce comment l'auditeur indépendant pourra vérifier ensuite les réductions d'émissions effectivement réalisées. Notre rôle à la DGEC, c'est d'évaluer la cohérence et la robustesse de ces méthodes en sollicitant souvent des experts en interne dans le domaine concerné et de les challenger jusqu'à ce que le document soit suffisamment fiable pour passer à un processus d'approbation, donc l'étape d'après. Et ça passe par une consultation du public du document en 3 semaines environ, et ensuite la réunion d'un groupe scientifique et technique qui va ensuite statuer des dernières modifications à apporter à la méthode pour qu'elle soit suffisamment robuste, mais que la mise en œuvre soit quand même faisable. Donc, pas toujours évident. Et une fois que la méthode elle est approuvée et publiée au bulletin officiel, n'importe quel acteur du secteur peut venir la mobiliser et déposer un projet sur une plateforme dédiée qui s'appelle Démarche simplifiée pour requérir la labellisation de son projet, si tant est que le projet est conforme au cahier des charges qui est décrit dans la méthode. Et donc, le projet commence par passer par un premier vérificateur qui est l'instructeur Andréal, dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui sont responsables de la décision de labellisation. Et ensuite, au moment de la vérification du projet, c'est un auditeur externe qui vient assurer que le projet a bien été réalisé conformément à ce qui était attendu et qu'on est capable de certifier que X tonnes de réduction d'émissions ont bien été réalisées en tonnes de CO2 équivalent, mais bien sûr, c'est une métrique qui est enfin, ça peut concerner toutes sortes de GES qui sont ramenés à cette métrique unique. Les réductions d'émissions qui sont vérifiées par l'auditeur sont de toute façon revérifiées aussi par l'instructeur Andréal, qui, c'est la dernière étape et qui viendra ensuite attribuer ces RE pour le compte des différents financeurs du projet, à hauteur de leur contribution. Il peut y avoir plusieurs financeurs pour un même projet. Maintenant, c'est bon. On peut passer à la prochaine slide. Et donc, à ce jour, il y a 15 méthodes approuvées qui sont passées par tout ce processus, dont les premières en forêt, boisement, reboisement, qui concentrent la majorité de nos projets labellisés actuellement. Et on en a 6 aussi en agriculture, et pas mal de projets aussi en carbone agri et en grande culture. 2 dernièrement qui ont été approuvés en protection de zones humides ou restauration de zones humides, et une sur le secteur urbain. Et enfin, pour ce qui nous intéresse ici, 2 méthodes bâtiments, une sur la rénovation des bâtiments à l'aide de matériaux qui ont moins d'impact ou de réemploi, et bâtiments neufs biosourcés qui sera présenté tout à l'heure. On peut passer à voilà. Et donc aujourd'hui, on a environ 1500 projets labellisés en gros, la majeure partie en forêt et en agri. On en a 14 parce qu'on en a eu un de plus hier en rénovation, donc on a 14 qui sont labellisés dans le secteur bâtiment, 7 en rénovation et 7 en bâtiment neuf biosourcé. Pour à peu près un total pour bâtiment neuf biosourcé de 2800 tonnes de CO2 équivalent, je crois. Et les 1500 projets labellisés équivalent à peu près à 5,6 millions de tonnes de CO2 équivalent de réduction d'émissions potentielles. C'est important de le rappeler que ce sont des émissions potentielles. Et la plupart ont été... il y a 318 projets financés à 100%, mais il y en a beaucoup qui sont financés en partie. Et tout donc est accessible sur notre site avec le pourcentage de financement de chacun, et aussi pour les acteurs directement liés au projet, on a aussi un registre. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des questions ou si on... Désolée, je n'avais pas mon micro. Merci, c'est très clair. Et effectivement, nous avons 2 questions. Il y a première, donc, dans le fil conversation. Amandine Bourra demande des précisions sur l'auditeur.
Quel Oui. auditeur vérifie les réductions d'émissions? Ça, c'est décrit donc dans la méthode et c'est le porteur de méthode qui est censé décrire quelles sont les certifications qui peuvent justifier qu'il soit apte à vérifier un projet. Donc, en l'occurrence, pour BBCA, je ne me rappelle pas. Je pense que le porteur de méthode sera plus à même de répondre. Parce que en fait, les premiers projets qu'on aura, en fait, là, les 5,6 millions de tonnes de CO2, c'est des réductions d'émissions potentielles. On n'a pas encore les premières réductions d'émissions vérifiées qu'on devrait commencer à avoir en 2025, parce qu'on aura les premiers audits des projets forestiers qui ont débuté il y a 5 ans. Et donc, c'est ceux-là qu'on va d'abord maîtriser. Quels sont les certificats c'est parce que là, on n'a pas encore d'audit prévu pour les méthodes de rénovation et BBCA. D'accord, donc c'est quand même des choses qui vont être précisées dans les prochains à court moyen terme. Mais qui sont normalement bien précisées dans les méthodes. Mais comme on en a 15, on n'a pas toujours tout en tête. Ouais. Je prends les 2 autres questions et après, on passera à la suite. Bien sûr, toutes vos questions, vous pourrez les poser après le webinaire sur nos mails. Et on sera assez réactifs sur les réponses. La deuxième question de Marine Vartel. Quel est le coût de cette démarche de labelliser un projet? Alors, la labellisation est complètement gratuite. C'est fait par le service public. Après, il y a, selon si le porteur de projet fait appel à un mandataire, il y a peut-être des frais nous, on ne maîtrise pas parce c'est pas, en tout cas, de notre côté, tout est gratuit. C'est c'est un standard public, en fait. Oui, tout à fait. Donc, il y a un coût d'intermédiaire potentiel si on passe par un mandataire pour porter le projet. Très bien. Et enfin, dernière question de Péroline Millet. Quels sont les types de projets déjà labellisés? Bâtiments publics privés ou par exemple des logements ou des bureaux ou des équipements publics. Je pense qu'elle porte donc une interrogation sur les 13 projets bâtiments qui ont été labellisés et si vous avez des détails sur ces 13 projets. Je sais à peu près qu'il y en a plusieurs. Je suis pas sûre qu'il y ait des logements, mais en tout cas, il y a des bâtiments en Île-de-France. C'est plutôt qu'en Nouvelle-Aquitaine. Non, ça c'est rénovation. Je ne sais pas exactement quel type de bâtiment c'est. Ok, je pense qu'à mon avis, cela peut être consultable sur le site internet. Voilà, mais je peux chercher. Donc, voilà, donc comme ça, Péroline, tu pourras regarder sur le site. Pour apporter quelques éléments à cette réponse, les projets qu'on va présenter après sont des projets de logement collectif et c'est ceux qui représentent la majorité aujourd'hui des projets existants. Merci pour ces précisions. Je vous propose de passer à la suite, donc pour l'intervention de BBCA. Tout à fait. Et on rentre dans le... Oui, pardon Hélène. Peut-être qu'on peut, pour les intervenants, je vois qu'il y a d'autres questions dans le fil de conversation. Si vous avez des réponses à apporter, on peut aussi apporter ces réponses par écrit et voilà, pour passer à la suite et à la présentation par Hélène de la méthode bâtiment neuf biosourcé. Je te laisse la parole, Hélène. Merci beaucoup, merci Lucie et Marina pour cette invitation et ravie d'être avec nos partenaires de la DGEC, Oudéum et puis de la coopérative Carbone. Donc très rapidement, moi je suis Hélène Jonin, déléguée générale de l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone. En quelques mots, on existe depuis près de 10 ans, on est reconnu d'intérêt général pour l'action que nous menons sur la décarbonation de l'immobilier. Donc ça signifie qu'on travaille vraiment pour la profession et non pas pour un petit nombre de nos membres, qui sont aujourd'hui au nombre de 130 et qui nous aident à travailler, ainsi que nos partenaires, à la mise au point de la compréhension de comment on fait du bas carbone et sa mise en valeur. Jean Jouzel est notre parrain depuis le début, climatologue que vous connaissez bien. On a été très actifs sur et impulser la prise en compte du carbone dans la réglementation RE 2020 qui est sortie en 2022. On opère un label qui s'appelle le label BBC en France et depuis peu LCBI en Europe, qui permet justement de mettre en valeur l'exemplarité en carbone avec une approche en analyse du cycle de vie, c'est-à-dire sur toutes les émissions liées en fait aux opérations immobilières, que ce soit le bâtiment ou le quartier, le neuf, la rénovation, l'exploitation. Donc aujourd'hui, ce label sur le neuf et la réno, c'est près de 700 opérations et 4,6 millions de mètres carrés qui sont engagés ou qui ont déjà obtenu le label.
Et puis, dernier point, c'est le CIPCA, qui est un événement qu'on a créé depuis 3 ans, en 2022, et qui permet de rassembler tous les acteurs sur le bas carbone qui cherchent à trouver des solutions pour décarboner leurs actifs, dont la 4e édition aura lieu du 3 au 5 septembre 2025 à Paris, au Grand Palais. Donc après cette introduction, nous, on a beaucoup travaillé sur l'atténuation en fait, des émissions carbone et la réduction des travaux sur des actifs immobiliers. On sait que c'est une division par 6 à horizon 2050. Et puis, il y a également l'absorption qui est le levier déterminant pour aller vers la notion de neutralité. Donc là, on parle effectivement de la valorisation de l'absorption au travers du bâtiment. Peut-être slide d'après, s'il vous plaît. Donc, dans les enjeux de la SNBC, il y a une forte progression en fait du recours au bois dans le secteur de la construction, qui est l'élément vert clair, et qui donc nous occupe particulièrement parce que c'est une contribution déterminante pour doubler les puits de carbone français. Slide suivante. Sur quoi cela s'appuie? Eh bien, sur le fait que une forêt gérée durablement va grandir en captant du carbone et en rejetant du CO2. Et puis, à un moment donné, en fait, eh bien, les arbres arrivent à un moment donné, la captation est saturée, puisque c'est dans la phase d'adolescence, en fait, de l'arbre que s'effectue la captation. Et puis, le carbone va rester stocké, mais sans plus de capacité d'absorber. Et donc, l'intérêt, c'est dans le cas d'une forêt gérée durablement, eh bien, de renouveler la forêt pour à nouveau réamorcer cette pompe à carbone. Et le stockage carbone effectué dans le bois, eh bien, de le transférer vers un puits de carbone à longue durée. Et le bâtiment, eh bien, justement, est un des puits de carbone à plus longue durée de vie, puisque le bois stocké dans un bâtiment peut durer des dizaines d'années et voire des centaines d'années. Et donc, c'est ce cercle vertueux qui structure, en fait, qui est le socle de cette approche de croissance des produits bois, du stockage dans les produits bois. Slide suivante. En termes de potentiel, les analyses qu'on peut porter, c'est que si on met du bois de manière massive et structurelle dans le bâtiment, sur un matériau type CLT, on peut stocker environ 742 kg de CO2 par mètre cube, donc c'est tout à fait conséquent. Ramené à une opération immobilière, ça peut représenter jusqu'à 180 kg de CO2 par mètre carré pour un bureau et 220 kg de CO2 par mètre carré sur un logement. Là, vous avez des illustrations pour de grandes opérations. Arboretum, par exemple, à Nanterre, qui sont du bureau, 115 000 mètres carrés, et Woodart, une opération d'ICAD à Toulouse. Donc, un levier important pour repère par rapport à la RE 2020 sur ces chiffres de CO2. Un bâtiment aujourd'hui RE 2020 en bureau, c'est 1265 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Un bâtiment BBCA, donc exemplaire, c'est 995 kg par mètre carré d'émissions. Donc, on voit que les rapports sont quand même significatifs, hein. On est entre 15 et 18% de stockage par rapport aux émissions du bâtiment. Pour prouver et donner des éléments de preuve à la durabilité des opérations immobilières, ne serait-ce que si on regarde un petit peu Paris, on se rend compte que 3/4 aujourd'hui des bâtiments parisiens ont plus de 50 ans. Et c'est des éléments, la durabilité est un des éléments fondamentaux bas carbone, de l'immobilier bas carbone. Donc cela ne va aller qu'en s'accroissant. Donc faire durer les bâtiments et donc le stockage carbone dans le bâtiment, c'est une lame de fond importante. Slide suivante. Alors, la méthode BBCA pour le label bas carbone, qui donc se nomme bâtiment neuf biosourcé et qui n'a pas de rapport avec le label biosourcé, mais qui est une initiative donc, qui est aujourd'hui publiée, est une initiative de l'association BBCA qu'on a lancée en 2020 et que l'on a coordonné en s'inscrivant dans le cadre proposé par le label bas carbone. On a travaillé avec Carbone 4, Fibois,
Woodeum Pitch, IMO, dont on a des représentants, et puis également Foncière Chenley, Frey, ICAD, ICAMAP, I4CA, Nexity, REI Habitat, la Société Forestière et puis WO2. Et donc, on s'est mis au travail justement pour rédiger cette méthode et donner un cadre commun à tout le monde pour valoriser le stockage carbone dans le bâtiment neuf. La consultation publique, elle a eu en novembre 2022 et la méthode a été publiée en 2023. Elle est aujourd'hui disponible sur le site du label bas carbone et puis également sur l'association BDCA, sur le site de l'association. Elle permet d'obtenir des financements, donc c'est ça sa finalité, c'est d'obtenir des financements valorisant le recours aux matériaux biosourcés pour des durées de vie supérieures à 30 ans. Donc il s'agit bien d'un stockage longue durée. Un stockage qui va aller au-delà de la moyenne, comme l'a expliqué Isabelle, c'est-à-dire à partir d'un seuil de référence, on va bien au-delà. Cette valorisation concerne des projets de construction neuves de plus de 500 m² de SDP qui sont éligibles à l'ARE, hors maison individuelle. Le prérequis pour y accéder, c'est d'obtenir un label BBCA ou un équivalent, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'équivalent, et de confirmer un seuil 2025 de l'ARE 2020. Alors, sachez que un label BBCA va au-delà de ce seuil 2025. Si on regarde le logement, par exemple, le seuil construction, c'est une valeur pivot 2028 et une valeur sur la construction et sur l'énergie 2025. Donc, on est clairement sur des opérations immobilières qui vont avoir fait un travail tout à fait significatif sur la réduction des émissions carbone avant de souhaiter et d'avoir droit à valoriser en crédit carbone cette action de stockage. La demande, elle va être faite à l'initiative du maître d'ouvrage. La labellisation assurée par les DREAL. Et en bref, mais Bastien y reviendra plus précisément, puisque sur ses retours d'expérience, sur les projets qui vont maximiser le bois dans la construction notamment structurelle, parce qu'évidemment, plus vous mettez de bois et c'est en structure qu'on va pouvoir le faire, eh bien, on est sur des financements de l'ordre de 7 € par mètre carré sur une base, 40 € sur le carbone, mais qui peut évidemment, plus la tonne de carbone sera évaluée de manière plus élevée, eh bien, qui peuvent évidemment progresser très rapidement. Donc Isabelle l'a dit, on a à peu près une dizaine de projets qui sont labellisés ou en cours d'instruction aujourd'hui, dont les premiers qui ont été présentés lors du CIPCA, dernier CIPCA, et que présentera Bastien pour Woodeum Pitch. Si on peut passer à la slide d'après. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail de la méthode, mais on a suivi donc le cadre qui nous a été proposé par la méthode label bas carbone, et on va être axé sur les matériaux biosourcés à durée de vie longue. On est donc sur des prérequis de bâtiments exemplaires en termes d'empreinte carbone, avec une origine du bois qui va être certifiée et suivie, avec des bois qui auront des éléments de preuve, c'est-à-dire une FDES, et on va évidemment valoriser l'effort qui va être fait à partir de ce seuil de référence qu'on a construit avec l'équipe et avec Carbone 4 à partir de l'étude BIP FCBA ADEME de 2019 et qui va être mise à jour régulièrement parce qu'évidemment le bois va être de plus en plus intégré, notamment stimulé par les seuils de l'ARE 2020 qui vont se durcir. Slide d'après. Donc, il s'agit de comptabiliser des stocks d'équivalent CO2 qui vont être pondérés suivant la durée de vie réelle des matériaux, avec l'application d'éléments d'additionnalité, de co-bénéfices, de rabais qu'on a travaillé donc, dans le cadre fourni par la méthode label bas carbone. Donc, la notification, elle est faite par les DREAL, ce n'est pas BBCA qui le fait, ni un de ses certificateurs, mais c'est bien, nous, on fournit une méthode qui est ensuite pilotée par l'État et qui est donc labellisée, notifiée par ces instances, la DREAL. Sachant que, si on peut passer sur la slide d'après, le processus global, c'est une notification du projet auprès de la DREAL dès la conception et le dépôt du permis de construire, et un achèvement du process qui peut avoir lieu jusqu'à 2 ans après la livraison du bâtiment et qui va passer par
une notification de l'ADREAL qui va assurer le fait que les éléments sont conformes pour une éligibilité, et un audit réel de ce qui sera fait à la livraison du bâtiment permettra ensuite, après, un enregistrement des crédits sur la plateforme et la réalisation en fait du financement. Je vous ai mis, mais je ne les détaillerai pas. Je laisserai en fait maintenant après Bastien venir concrètement sur des exemples, des cas pratiques. Je vous ai mis pour que vous les ayez des éléments de preuve sur les slides d'après, mais sur lesquels on peut passer sans revenir. La méthode, donc évidemment, est accessible, comme je l'ai indiqué, sur le site du label. Et eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hélène. Je prends rapidement la main en remerciant déjà Bastien de faire le question-réponse, du coup, très efficace. Donc, je prends quand même une question. Donc, Nadia Tari qui pose la question de quels sont les labels équivalents au BBCA. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, en fait. Pour l'instant, il y en a pas, mais l'enjeu, en tout cas, c'est de donner la preuve, en fait, d'une réduction effective des émissions. Très bien. Et j'en prends encore une dernière. Désolée, je reprendrai, on prendra les questions, bien sûr, enfin. De Marine Vartel. Est-ce que les FDES collectifs sont acceptés? Alors, je le pense, sous réserve de validation. Voilà. Donc, effectivement, oui, sachant que les FDES collectifs sont souvent, peuvent être moins intéressantes que des FDES spécifiques, mais effectivement, les deux sont acceptés. Ok. Je propose de s'arrêter là. Bien sûr, les questions sont prises, hein, donc on vous répondra ensuite. Mais on passe à la troisième intervention, si possible, de Bastien. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Bonjour à tous, Bastien Bouteloup, je suis directeur de la R&D et de l'ingénierie de Woodham Pichimo et je vais revenir sur un cas pratique pour expliquer concrètement comment on a appliqué la méthode développée par BBCA et que vient de présenter Hélène. Alors, slide d'après, s'il vous plaît. On a, après avoir participé activement à la rédaction de cette méthode et à la validation, on a, avec Woodham Pichimo, obtenu les 2 premières labellisations au niveau national pour la méthode bâtiment neuf biosourcé du label bas carbone. Et on en a obtenu une 3e la semaine dernière, là, juste pendant les fêtes, pour 66 logements. Donc les 2 premières, c'était pour un immeuble de logement collectif situé à Boulogne-Billancourt de 53 logements qui stockent environ 700 tonnes de CO2 et un autre immeuble de logement de 104 logements qui stocke lui 1100 tonnes de CO2 qui est à Rueil-Malmaison et qui s'appelle Stellatin. Je vais me pencher un peu plus précisément sur Stellata, juste pour avoir des ordres de grandeur et puis donner les chiffres et faire ce retour d'expérience terrain, puisque c'est à peu près les mêmes pour les 2 autres bâtiments. Ce projet, c'est donc un projet d'un peu plus de 100 logements à Rueil-Malmaison, 7240 m² de chab, sur lequel on a un rez-de-chaussée et un R+1 qui sont en béton, et puis après, on a tous les étages dont la structure est intégralement en bois. C'est-à-dire qu'on a des planchers en CLT, des façades en CLT et des poteaux-poutres en lamellé collé. Seuls les cages d'ascenseur et d'escalier sont en béton pour des questions de sécurité incendie. C'est un projet qui atteint le niveau 2028 de la RE 2020 assez largement, puisqu'il frôle le niveau 2031. Donc c'est vraiment un projet sur lequel on a fait un maximum d'efforts en amont sur la réduction d'émissions, pour ensuite valoriser le stockage carbone via le label bas carbone. Et c'est des efforts qu'on a fait valoriser aussi par l'obtention du label BBCA au niveau excellent. Slide d'après. Merci. Et là, j'ai mis une slide un peu moins digeste, mais assez importante pour comprendre comment sont calculés finalement ces fameux crédits carbone à partir d'une valeur qu'on calcule dans la RE 2020 qui est le stock C. Le stock C, qui est différent du stock de CO2, puisque on a
pas le même nombre de molécules, donc on a un rapport de 44 divisé par 12 entre un C et un CO2. Le stock C de ce bâtiment, il était de 60 kg de C par mètre carré chab. Donc la première étape, c'est de le traduire en CO2, puisque la méthode calcule du CO2. Donc on multiplie par 44, on divise par 12, on arrive à 1560 tonnes de CO2 équivalent. Ensuite, comme on l'a compris, il faut retirer la valeur du scénario de référence. Donc on calcule le scénario de référence à partir de l'étude FCBA, BIPE et de la méthode de calcul de BBCA. Le scénario de référence qui correspond au même bâtiment, mais en construction plus traditionnelle, stocke environ 231 tonnes de CO2 équivalent. Donc on retire au stock de CO2 de notre bâtiment la valeur du scénario de référence, on arrive à 1331 tonnes de CO2 équivalent. Et là, on doit appliquer les différents coefficients de minoration qui sont là pour sécuriser les tonnes de CO2 qui seront labellisées dans le cadre du label bas carbone. Le premier coefficient de minoration, c'est le rabais CDV, donc en fait c'est le coefficient de durée de vie dont parlait Hélène tout à l'heure, qui vise à vraiment mettre en avant les matériaux qui sont stockeurs sur une longue durée de vie. Ça dépend forcément des matériaux que vous allez utiliser sur votre bâtiment, mais sur le projet de Stellata, on avait un CDV de 0,94, ce qui traduit un stockage qui était majoritairement dans la structure, qui est souvent l'ouvrage qui a la plus longue durée de vie dans les FDES d'environ 100 ans. Donc on arrive à 1251 tonnes de CO2 équivalent. Et après, ce qui vient s'appliquer, c'est un coefficient de réduction des émissions anticipées, c'est un coefficient de rabais pour la sécurité, où on vient retirer 10% pour tous les risques, notamment d'incendie, d'inondation, non-conservation dans le temps ça peut-être coupé, de non-conservation dans le temps du stock, et on arrive à 1126 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour un projet qui avait un stock C de 60 kg de C par mètre carré chab pour un peu plus de 7000 mètres carrés, on arrive à 1126 tonnes de CO2 équivalent valorisé. Et on a mis une petite traduction en bas pour faire un lien avec le PAT biosourcé. 60 kg de C par mètre carré chab, c'est environ 130 kg de matière par mètre carré chab, de matière biosourcée. C'est bon? Normalement, c'est bon. Je suis revenu et ça ne devrait plus bugger. Excusez-moi. Slide d'après, s'il vous plaît. Au niveau du calendrier, c'est un projet qu'on a notifié le 15 décembre 2023. Il est important de notifier le projet avant que les travaux de construction bois commencent. On l'a notifié, les travaux de construction bois ont commencé. On a déposé un dossier complet le 21 mai 2024. Celui-ci a été labellisé 3 à 4 mois plus tard, il me semble. Et l'idée, c'est qu'on a une livraison de ce bâtiment qui aura lieu normalement au 3e trimestre 2025, et c'est à ce moment-là qu'on pourra procéder à l'audit de vérification. Mais en attendant, on a déjà la validation et on peut d'ores et déjà rechercher des financements puisque le projet a été labellisé. Slide d'après, ouais, s'il vous plaît, merci. Et enfin, ce qu'on a fait pour avoir les bons ordres de grandeur en tête, c'est qu'on a mis pour 3 valeurs économiques différentes de la tonne de CO2 le ratio par mètre carré chab. La première valeur, 40 tonnes de CO2 équivalent, c'est une valeur qui correspond plutôt à une valeur moyenne marché aujourd'hui, et on arrive à 6 € par mètre carré chab. Ce que ça traduit, c'est que le surcoût d'une construction bois qui permet de stocker autant de carbone n'est pas du tout couvert par cette valeur, et ces crédits qui sont
chers à produire, finalement, ne sont pas à la hauteur de ce financement-là. Les crédits carbone produits par la méthode bâtiment neuf biosourcé, ils sont assez qualitatifs déjà parce qu'ils sont très locaux. Ils sont aussi assez rapides, puisque la construction d'un bâtiment, finalement, c'est 2 à 3 ans avec le montage du dossier compris. Et puis, ils sont assez qualitatifs puisqu'on peut apporter beaucoup de co-bénéfices autour d'un bâtiment. Donc, nos convictions, c'est que les 40 € par tonne de CO2 équivalent, c'est pas une valeur qui est suffisante. Il y a une valeur qui ressort un petit peu de beaucoup d'échanges, qui est plutôt autour de 80 € la tonne de CO2 équivalent, qui arrive à un prix de 12 € par mètre carré chable, ce qui est un petit peu plus intéressant. Et puis, quand on regarde les différentes études prospectives qui peuvent exister sur le prix de la tonne de CO2 dans les années à venir, après 2030, après 2035, on retrouve souvent ce chiffre de 250 € la tonne de CO2 équivalent, qui représente 39 € par mètre carré chable, et ce qui devient vraiment là un deal breaker pour pousser à stocker du carbone dans les bâtiments. Voilà, slide d'après. Je crois que c'était la dernière. Voilà, donc je suis à disposition pour répondre aux questions, mais j'espère que déjà ça a permis de faire atterrir la théorie sur un cas pratique qui permet de comprendre un petit peu mieux la méthode. Oui, c'était très pratique et très concret. Je vois des questions aussi très concrètes. Je prends celle donc de Romain Carpentier et après il y a Bertrand Hérault qui pose une question beaucoup plus précise. Donc Romain Carpentier interroge donc le CDV est-il évalué pour chaque opération? Oui, il est évalué pour chaque opération en fonction de la nature des matériaux qu'on utilise et de leur durée de vie et de la quantité de chacun. D'accord, très clair. Et donc Bertrand Hérault, à un moment que vous vouliez prendre la parole pour la poser, car elle est assez longue, mais au moins précise. Le stockage Sinon, carbone d'un matériau biosourcé est pris en compte dans la FDES du composant et dans la CV réglementaire globale. Oh, c'est le carbone on est émis par Alors, question très intéressante et sujet qui a été plusieurs fois levé, donc je suis content qu'elle soit posée, cette question-là. En fait, ce qui est mis en avant, c'est le stock C. Dans le calcul réglementaire, l'erreur qui est souvent faite dans la réflexion, c'est de considérer que la CV dynamique prend en compte une partie du stockage carbone. Or, ce n'est pas ça. La CV dynamique, elle prend en compte un différentiel d'émissions entre une année 0 et une année 50. Le fait que le stockage carbone ait un impact sur la CV dynamique, c'est une résultante de la CV, mais on continue à regarder des émissions induites et on ne regarde pas un stock. Le stock, qui est lui caractérisé par l'indicateur stock C, comme ça ne vous aura pas échappé, n'a aucune exigence réglementaire. C'est-à-dire qu'on a le droit de livrer un bâtiment qui est RE 2031 avec un stock C égal à 0. La seule obligation qu'on a, c'est de le calculer, mais en aucun cas, il y a un impact réglementaire, et c'est ce que justement vient valoriser le label bas carbone, c'est d'encourager le stockage dans les bâtiments, même si celui-ci n'a pas d'exigence réglementaire. Et en effet, s'il avait eu une exigence réglementaire, s'il avait un minimum, ce stock C, le label bas carbone n'aurait pas eu de légitimité à être appliqué au stockage carbone dans les bâtiments. Alors, c'est toujours un petit peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment une question de différenciation entre les émissions induites calculées par la CV dynamique, qui n'ont rien à voir avec le stock, et le stock de carbone. Et je vois une autre question dont je Pardonne-moi juste, Bastien. Ouais. Je me permets d'intervenir. Si effectivement ce stock il était intégré à la RE, le sujet c'est que ça changerait en fait le seuil de référence pour aller chercher des crédits quelque part. Non.
Enfin, Cette- c'est un autre débat, mais ouais. pour le coup, enfin, l'important à bien comprendre pour comprendre qu'il n'y a pas de double comptage, c'est Ah oui, que ça c'est sûr, il n'y a pas de l'ARE double 2020 comptage. s'intéresse aux émissions induites, au flux, quand le label bas carbone s'intéresse au stock, et ça entraîne une différence de double comptage. Mais le module A, c'est toujours la même question. Le module A, c'est bien un module d'émissions induites. Et il y avait une autre question qui disait, est-ce que la démarche ne va pas à l'encontre de la sobriété matière? Comme on le voit là sur la slide, en l'occurrence, 6 € par mètre carré chab, 12 € par mètre carré chab, déjà pour pour doubler le stock matière, le stock de biosourcés sur un bâtiment, ça va coûter bien plus cher que ce que peuvent derrière rapporter le financement de crédit carbone, même à 250 € la tonne de CO2 équivalent. Donc c'est un risque qui est très théorique, mais qui, dans une économie de marché classique, est inexistant. Et c'est très clair, merci beaucoup. Et donc on passe à la dernière intervention, la coopérative carbone, sur les portes de sortie donc, de ces crédits qui pourraient être générés par vos projets. Oui, bonjour à tous. Donc, Adrien Duchadeuil, responsable projet de la coopérative carbone Paris et Métropole du Grand Paris. Je vais raccourcir un peu ma présentation au regard du temps qui part et au plus pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit très très bien par les intervenants précédents. Donc, rapidement, donc la coopérative carbone Paris et Métropole du Grand Paris, on peut passer à la slide d'après. Nous sommes donc une société coopérative d'intérêt collectif qui est dédiée à la transition écologique et qui œuvre sur le territoire francilien avec comme but de favoriser l'émergence de projets de transition écologique en circuit court. On a deux casquettes séparées, mais qui sont, c'est un continuum. D'une part, aider des porteurs de projets, les accompagner, par exemple, dans la labellisation label bas carbone, en vue de générer des crédits carbone. Et d'autre part, c'est là également un rôle très important, c'est d'aller chercher ces financeurs qui souhaiteraient acquérir des crédits carbone et donc permettre le cofinancement de ces projets. On va passer à la slide d'après. Nous sommes composés donc d'un sociétariat assez large. Aujourd'hui, nous sommes 40 et je précise que Fibois fait partie de ce sociétariat. Et donc, c'est à ce titre-là que on intervient dans le monde du bâtiment. Et que donc la méthodologie bâtiment biosourcé fait partie des méthodologies sur lesquelles nous pouvons travailler. On peut passer à la slide d'après. Étant une coopérative, en plus d'avoir une lucrativité limitée, en plus d'avoir un rôle d'intérêt général de développement de projets bas carbone sur le territoire, on agit également avec deux angles un peu différenciants, si je puis dire. On a toute une charte des valeurs qui met en avant un petit peu notre démarche éthique. Et également, donc nous, on s'astreint à vraiment travailler sur des projets de qualité grâce à des critères de sélection de projets. Je précise que donc, nous intervenons principalement sur l'Île-de-France, mais que nous avons des homologues coopératives carbone, dont une à La Rochelle qui travaillera sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et il y a une autre coopérative qui est en cours de création à Strasbourg, qui, j'espère, donc pourra couvrir l'entièreté de la région Grand Est. En dehors de cela, il n'y a pas on va dire, notre réseau de coopératives carbone n'est pas encore très développé, mais elles émergent progressivement. Donc, le territoire n'est pas encore maillé de ces coopératives, hein, mais on peut espérer que assez rapidement elles le soient. Vous avez également comment dirais-je, quelques opérateurs qui sont plus nationaux, qui existent également. On peut passer donc directement, je pense, à la slide 40.
parce que en fait, là, ça va être de la redite, tout ça. Voilà. Donc, puisque on a déjà parlé un peu de la partie technique, de la manière dont c'est notifié, etc., dont on génère les crédits, les réductions d'émissions, moi, je voulais vous toucher un mot assez rapidement sur finalement que pouvons-nous faire de ces réductions d'émissions. Il y a deux grands cas de figure. Le premier, qui probablement est celui qui ne vous intéresse pas, mais qui peut exister, le cas de figure où on utilise finalement la labellisation bas carbone en fait pour pouvoir objectiver le stock de carbone dans une dimension peut-être de démonstration de la démarche de décarbonation. Si on a, par exemple, les grandes entreprises peuvent avoir des objectifs de décarbonation et ou de séquestration carbone. Donc, ces réductions d'émissions peuvent servir à cela. Et le deuxième cas de figure, finalement, c'est le cas de figure le plus classique, c'est on souhaite valoriser financièrement ces réductions d'émissions. Comme Bastien l'a dit très justement, le coût d'entrée finalement de bâtir entièrement en matériaux biosourcés et d'avoir finalement une action particulièrement vertueuse a des coûts importants qui ne peuvent être aujourd'hui couverts qu'avec des réductions d'émissions avec des prix très très élevés. Donc ça, c'est un point de vigilance que je vous partage. C'est, vous vous en doutez bien, une RE, une réduction d'émissions qui est particulièrement chère, trouvera beaucoup plus difficilement des financeurs, d'une part, et à l'inverse, si on est plutôt dans une moyenne de marché de l'ordre de 40 €, eh bien, en fait, il va falloir considérer que cette démarche de labellisation est plutôt une source de cofinancement, au même titre, je ne sais pas, que d'autres types d'aides publiques pourraient le faire, mais du coup, le cofinancement est plus bas. Donc, la réduction d'émissions permise par la méthode, voilà, donc est vraiment envisagée aujourd'hui comme un moyen de cofinancement. Le marché actuel, Bastien le disait, autour de 40 €, la tonne agricole peut être un peu plus basse, parfois la tonne forestière un peu plus haute. Bon, ça dépend vraiment des modèles, des projets. Ceci étant, bon voilà, un indicateur prix de 40 € est aujourd'hui, on va dire, largement accepté. Ceci étant, donc nous, Coopérative Carbone, notre ambition, c'est de pouvoir favoriser les projets de grande envergure et notamment avec un caractère vertueux particulièrement renforcé. Donc, notamment, on travaille avec Bastien et donc trouver des financeurs pour des tonnes de CO2 à 80 €, c'est quelque chose que l'on essaye de faire. À ce jour, elles n'ont pas trouvé preneur, en toute transparence. Mais ceci étant, le marché évolue aujourd'hui dans une direction qui aurait tendance déjà le prix de la tonne de carbone augmente progressivement pour permettre des actions, parce que finalement, des cofinancements trop faibles ne permettent pas de mettre en œuvre ces actions de décarbonation ou de séquestration carbone. Et donc, voilà. J'ai vu également une question, et c'est vrai que pour nous, c'était évident, ces réductions d'émissions sont achetés par des financeurs, donc qui peuvent être des grandes entreprises ou des petites, mais qui ne sont pas soumis à obligation d'achat. Donc là, on ne travaille pas dans le cadre du marché européen des échanges de quotas d'émissions. Là, ce sont vraiment des tonnes de carbone volontaires. Donc là, on sera plutôt dans des démarches, les financeurs sont dans des démarches, alors soit de compensation ou contribution carbone, dans le cadre de l'équilibrage ou de leur propre, comment dirais-je, démarche ERC, volontaire forcément. Et voilà. Et donc, et aujourd'hui, on est aidé quand même. Le marché, on a très bon espoir qu'il se développe, et notamment dans le sens des porteurs de projets, donc avec une augmentation du tarif de la tonne vers le haut, grâce aux mécanismes typiquement de la CSRD, etc., qui permet en fait finalement un peu à tout le monde d'avoir des cadres dans lesquels on peut rapporter le fait qu'on a émis une contribution, qu'on ait cofinancé des projets à forte valeur ajoutée.
Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire également en information qui est intéressante, c'est que du point de vue du marché, effectivement, le Bastien le mentionnait tout à l'heure, c'est que les tonnes de carbone issues du bâtiment, étant donné qu'il y a un risque pour le financeur, en fait, finalement, que cette tonne de carbone, en fait, ne soit s'envole. Alors, par exemple, quand on parle de la forêt, il y a toujours la problématique de si jamais il y a des incendies. En agriculture, par exemple, s'il y a une sécheresse ou des choses comme ça, il peut y avoir tout un tas de risques environnementaux qui sont quand même bien moindres avec le bâtiment. Donc, la tonne de CO2 issue du bâtiment a de forts atouts en ce sens. Et également, donc, tout ce qui va être de l'ordre de l'éco-bénéfice, alors ce sera plutôt amélioration de la perception urbaine, amélioration ou même si vous avez des démarches, par exemple, les bailleurs sociaux qui font des logements sociaux, tout ça, ce sont des atouts, on va dire, de ce crédit carbone, puisque nous, forcément, la réduction d'émissions est une tonne de carbone évitée ou séquestrée, mais grâce au label bas carbone, on est en fait en mesure de au moins évaluer et objectiver finalement tous ces bénéfices sociaux et environnementaux. Et donc, dans ce cadre-là, la tonne de carbone issue de cette méthode notamment a de bons atouts et peut être considérée comme particulièrement fiable. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a également, c'est drôle, on en parlait en début de discussion, puisque si vous êtes amené à créer des réductions d'émissions, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a par exemple le secteur de l'aérien a une obligation de compensation sur ses vols intérieurs, mais l'indicateur prix qu'ils utilisent également, c'est 40 € en deçà. Si donc ils ont obligation de compenser. Et s'ils trouvent une tonne de CO2 à moins de 40 €, ils ont pour obligation de la trouver sur le marché français. Au-dessus, ils peuvent aller la chercher sur le marché international. Donc, on peut espérer peut-être que ce montant augmente à un moment ou à un autre, mais c'est pour vous renforcer un peu cette idée que, bon, voilà, on a quand même un fort marché qui est aujourd'hui sur des prix un peu bas pour les réductions d'émissions et notamment pour la capacité de financement de ces projets, mais qu'elle est existante. Voilà, et que vous dire d'autre? Eh bien que voilà, et la coopérative Carbone, si vous le souhaitez, peut vous accompagner à la fois pour monter le projet, mais c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez tout à fait labelliser par vous-même et ne faire appel à nous, par exemple, que dans le cadre de la financement de ces réductions d'émissions. Voilà, j'espère avoir pas pris trop de temps et voilà, si vous avez besoin de me contacter, avec plaisir. Merci pour la concision. Je prends 2 petites questions. Il y en a une où il y a eu pas mal de réponses, d'ailleurs de Hélène. Peut-on... Excusez-moi, je reprends. C'était sur la question du délai. On peut vendre, donc c'est Stéphanie Merlin qui pose la question, à quel moment peut-on vendre les crédits après la livraison du bâtiment? Donc je ne sais pas s'il y a eu 2 questions sur le délai de vente, mais aussi le délai d'utilisation. Donc si quelqu'un peut éclaircir cette question des délais. D'accord. Écoutez, nous, on fonctionne finalement, nous sommes à l'écoute des financeurs. Donc, il y a certains financeurs qui sont prêts à comment dire, à promettre ou à donner un accord de principe de financement sur des réductions d'émissions prévisionnelles, donc celles qui sont calculées lors du dépôt de la demande de labellisation. C'est un cas de figure assez courant, par exemple, dans des projets forestiers où finalement la trésorerie du propriétaire ne permet pas forcément de mener ses actions s'il n'y a pas un investissement acquis. Donc, il y a des financeurs qui acceptent tout à fait le fait de se dire, bon, c'est du prévisionnel, qu'il y a un risque qu'il y ait un changement à la marge, je sais pas, de 5-10%. Voilà. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se régler de gré à gré, voilà, avec le niveau de risque acceptable par l'une et l'autre partie. Ceci étant, on peut tout à fait également partir sur un système où vous passez par une labellisation complète, mais donc on arrive à la fin sur les réductions d'émissions certifiées, et dans ce cas-là, chercher acheteur à ce moment-là.
nous, coopératives, on est à l'écoute des porteurs de projets. Dans la majeure partie des cas, ils souhaitent quand même qu'on essaye de trouver et de sécuriser un financeur avant l'audit et la certification des réductions d'émissions, ce qui peut paraître normal, puisque en termes de trésorerie, c'est toujours quand même plus intéressant. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a le temps pour la dernière question, Lucie? Tu me dis. Oui, une dernière et on conclut. Voilà. Très bien, je prends la dernière donc de Thalie Marx. A-t-on intérêt à pousser les maîtres d'ouvrage qui construisent en bois à s'inscrire dans la méthode et à proposer leur projet à l'Adréal? Est-ce facile de calculer les tonnes stockées et évitées? C'est une question qui peut bien conclure tout ce qu'on s'est dit. Alors, moi, je peux peut-être, en tout cas, je pense que Merci, Hélène. oui. En tout cas, il faut que tous les maîtres d'ouvrage, effectivement, qui vont construire en bois, soient au courant de cette opportunité, qui est une manière d'accompagner en fait leur effort, et voilà, et effectivement de valoriser financièrement cet effort, même si c'est que partiellement, comme l'a indiqué Bastien. Si je peux rajouter à ton point, Hélène, cette méthode, elle a été développée aux frais de BBCA. Ça a duré 2 ou 3 ans, il me semble. Donc, c'était assez compliqué. Mais par contre, elle est ouverte à tout le monde. Donc, j'aurais tendance à dire que oui, il faut y aller, parce que même si c'est un petit financement complémentaire, ça permet aussi d'assurer du sérieux et une légitimité scientifique à ce calcul de tonnes de CO2 qui parfois peuvent faire l'objet de communication un petit peu non maîtrisée aussi. Donc pour le côté scientifique, pour le côté de promotion, et puis parce que c'est ouvert à tous, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'elle soit utilisée au maximum, cette méthode. Effectivement, juste Bastien, aussi, on voit par rapport aux perspectives, parce que tout ça s'est calé aussi sur le potentiel financier, sur la valorisation de la tonne de CO2. Et là, je pense qu'Adrien c'est son avis, mais on voit bien qu'on prépare l'avenir, qu'on accompagne en fait l'action de l'immobilier sur le sujet du climat, et on est au milieu du gué, et que cette action-là, de toute façon, elle est pionnière et elle va dans le sens de l'histoire. Tout à fait. Tout à fait. Lucie, si tu veux conclure? En tout cas, cas, je pense qu'Hélène a bien, oui, tout à fait. bien conclu. Je vous remercie donc tous les 4 pour cette présentation, remise en contexte du label bas carbone, de la méthode bâtiment neuf biosourcé. Voilà, on voit une méthode fiable et qui est sur le territoire français, qui permet de réduire le bilan carbone d'une opération. De par l'usage du matériau bois et des biosourcés, et donc en plus d'avoir une contribution carbone. On va vous envoyer le PowerPoint, le replay, et vous avez, voilà, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez des questions, à les poser aussi peut-être aux prescripteurs et prescriptrices FIBOA qui sont vos contacts en région. Si à un moment donné on a des questions qui remontent, on pourra peut-être donner une suite aussi à ce webinaire si le besoin s'en fait ressentir. Et on vous invite, donc porteurs de projets, à mettre en place des labellisations, bien entendu, sur vos futurs, sur vos projets, vos opérations de bois. Voilà, merci à tous. Merci Bonne beaucoup. journée et à bientôt. Merci. Beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée.